Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous plongeons dans la politique. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin d'y voir clair. Nous aussi d'ailleurs, parce que c'est assez compliqué aujourd'hui. Alors nous avons deux spécialistes de ces sujets. Le premier, c'est Frédéric Dabi, qui est directeur général de l'IFOP et auteur de La Fracture aux éditions des Arènes. Et notre second interlocuteur, Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication. Messieurs, regardons la situation. Bien, le président de la République part à Washington. Il y a un sommet de l'OTAN. Ça va durer 48 heures. Dans 48 heures, il va revenir en France. Quelle situation va-t-il trouver à son retour ? Il y a plusieurs hypothèses. Il y a aujourd'hui de très nombreuses discussions, à gauche comme à droite. Prenons la gauche. Le nouveau Front populaire, qui est toujours en train de discuter pour savoir qui sera proposé comme Premier ministre et pour savoir qui composera le gouvernement. Les discussions ne sont pas terminées. Je vais étape après étape. Ouais, mais très bien. Les discussions ne sont pas terminées, c'est ce que... Non, pas du tout, elles ont commencé dimanche soir, en fin de soirée, au siège du PS à Ivry. À Ivry, au siège du PS. Et ça se poursuit où ? Toujours à Ivry ? Dans des cafés. Oui, c'est plutôt des dans cafés la politiques. Dans des zones qui vont du 10e au 20e arrondissement. Oui, mais il n'y a pas de fumée blanche encore. Pour le coup, il n'y a rien sur. Mais moi, je savais pourquoi. Oui, allez. Oui, parce que je pense qu'à gauche en particulier, alors moins sur l'autre versant, à gauche en particulier, dans cette marmite de la négociation, il y a aussi ce qui va se passer le 18 juillet, c'est à la rentrée parlementaire. Et il y a donc évidemment Matignon, qui va aller à Matignon, mais il y a aussi qui va prendre la présidence de l'Assemblée nationale potentiellement, d'autres postes importants à l'intérieur, voire, si vous voulez, quelque chose qui est déjà en négociation, en discussion, pas 2027, mais 2026 et les municipales, et je pense à Paris en particulier. Donc dans cette espèce de conversation, négociation de tout, il y a au moins ces trois grands pôles. Le ministère le Premier ministère, le Matignon, l'Assemblée nationale avec en président, en particulier la présidence, et de l'autre côté, ce qui est en train de se discuter déjà Paris. Sachant qu'il n'y a pas de chemin, on va se parler franchement, pour Matignon, ou en tout cas un chemin qu'on a du mal à voir, un chemin très escarpé. Il y a un chemin pour l'Assemblée nationale, puisque le mode de scrutin, c'est 3 tours, et le 3e tour a la majorité relative, la gauche ayant plus de députés que les autres. Alors, sauf si... C'est celui ou celle qui arrive en tête du 3e tour. Sauf s'il y a une première alliance entre Ensemble et LR. Mais pardon-nous, franchement, ce qui intéresse les Français, c'est pas encore Paris, c'est pas la présidence de l'Assemblée, c'est qui sera à Matignon. On l'a vu ici à Sud Radio, on a un contexte d'opinion d'un pessimisme jamais vu, d'une incapacité à se projeter sur l'avenir. Donc tout ça rajoute cette incertitude, rajoute un vrai pessimisme, alors que sur le court terme, franchement, on ne voit pas de sortie de crise. Je vais revenir sur votre enquête sur le poste de Premier ministre, Frédéric Dabi. Mais aujourd'hui, il se murmure, d'après toutes nos informations, je pense que vous avez les mêmes que moi, que le mieux placé, c'est Olivier Faure. Vous le pensez ? Oui, mais je vous le redis, ça se joue dans ce triangle. Il apparaît l'homme de la synthèse, pour reprendre un terme mitterrandiste. Mais même si Frédéric a raison quand il dit que Paris, l'Assemblée nationale, ça intéresse peu les Français. La réalité, c'est que ça intéresse vraiment les gens qui discutent. Alors pour le coup, je peux vous dire que là, parce qu'en fait, en réalité, cet appétit, parce que ce qui est important, c'est que le vrai appétit de pouvoir, si vous voulez, c'est pas la coalition, là. Le vrai appétit de l'exercice du pouvoir, c'est presque une voracité, presque une sorte de revanche, parce que de la colère, de la résistance, on est devenu, il y a une opportunité de gagner. Là, elle est à gauche, elle est pas de l'autre côté. Je peux vous assurer que de l'autre côté, ça résiste, de l'autre côté, on est en conquête. Donc je vous assure que la présidence de l'Assemblée nationale, c'est un vrai sujet pour eux, que Paris, c'est un vrai sujet pour eux, et que si fort, c'est pas impossible, va à Matignon, vous aurez un LFI à la tête de l'Assemblée nationale. Oui. Ou alors, une LFI, plus exactement. Ou une écologiste. Moi, je verrais plutôt une LFI, je peux vous le dire. Mais peut-être, vous avez peut-être raison. D'autant plus important, la présidence de l'Assemblée nationale, que nous entrons dans un régime parlementaire. Vous êtes bien d'accord ? Et que nous aurons, à l'Assemblée nationale, des figures extrêmement fortes. Ça va être passionnant, d'ailleurs. Les débats... Vous vous rendez compte ? François Hollande, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen... On a une assemblée qui s'est... Dominique Voynet. On a une assemblée qui s'est... Non, mais en tant qu'ancienne candidate... Non, mais il a raison, Jean-Christophe. En tant qu'ancienne candidate à la présidentielle, on a une assemblée qui s'est présidentialisée. Il ne manquait que Fabien Roussel, qui, comme vous savez, qui a été battu à l'issue du premier tour. Exactement. Bien, ça c'est une chose. Bon,
la gauche va quand même réussir à se mettre d'accord. Enfin, on le pense, non? Vendredi. On l'a toujours sous-estimé. Il ne faut pas oublier qu'un des leviers de cet acte assez insensé de dissoudre l'Assemblée dans l'entourage d'Emmanuel Macron, c'était prenons tout le monde de vitesse, faisons une blitz dissolution pour... De toute façon, la gauche qui s'est déchirée depuis 2 ans ne pourra pas s'unir. Elle s'est unie, elle a fait un programme, elle est arrivée en tête, il faut le dire, à l'issue du second tour, même si elle n'a pas gagné. Pour moi, il y a plutôt un perdant, c'est la Macronie, il y a un gagnant de premier tour, le RN, mais c'est la gauche qui est arrivée en tête à l'issue du second tour. Bon, mais elle est unie jusqu'au moment où elle sera désunie. Bien sûr. Vous le savez bien. Hein, et je ne sais pas ce que... nous allons voir. Mais motion de censure, dès la première motion de censure, ça va y aller. Tout de suite, si la gauche gouverne, motion de censure immédiate. Bah alors, vous savez, c'est le discours qu'on a vu depuis dimanche soir. Tout de suite, il y a eu un discours défensif. En gros, le message des gauches, c'est de dire des gauches, parce qu'en fait, vous avez raison, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'une, en réalité, qui se sont coalisées. On a oublié qu'ils ont fait cet accord de gouvernement aussi. Je suis assez d'accord. On l'a pas pris au sérieux. On l'a vraiment pas pris au sérieux, sauf que, je vous le redis, ce qu'on n'a pas pris en sérieux encore davantage, cet appétit de pouvoir qui est là et qui est vraiment installé et qui veut s'exercer. Voilà, exactement. Il est commun et on dit à toutes les... Ouais, je trouve que c'est moins le cas. De l'autre côté, un peu plus résistant. Même si Xavier Bertrand il vient, il dit voilà, c'est pour s'installer 6 mois. Vous voyez, c'est pas du tout le même discours. De l'autre côté, on veut appliquer le programme. Les autres ont dit non, pendant 1 an, on veut faire la transition. 1 an avant quoi, on sait pas trop d'ailleurs. Mais la réalité, c'est que eux, leur programme, c'est de dire aussi, vous savez, on va proposer des mesures, les retraites, on va proposer des mesures sur l'assurance maladie, sur l'augmentation du SMIC, et on verra qui est contre nous. Donc en fait, leur discours, c'est dire, nous, on s'en fiche d'être relatif, voire très relatif. On veut voir s'il y a une majorité absolue contre nous. Et c'est ça le discours qui est intéressant chez eux. Et on verra. Je suis pas certain qu'on ait autant de motions de censure tout de suite au début. Eh bien, nous verrons. Stéphane est à Bordeaux. Stéphane commente avec nous, participe. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Jean-Baptiste. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire, Stéphane? Qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais pas. Il veut nous dire bonjour. Stéphane, d'abord bonjour. Voilà, je vais vous dire bonjour ou vous redire bonjour. Alors, nous, quand on a entendu le résultat des élections et surtout le discours de Mélenchon, qui a pris à peu près un peu tout le monde de court, eh bien, j'ai dit à ma femme, Clara, fais tes valises, on part à Londres. C'est-à-dire Georges Marchais. Et quand j'ai entendu François Mitterrand, il disait. Voilà, c'est ça. Donc on a été quand même un peu inquiets. Après, à la fin de la soirée, on a bien vu que les choses se passaient pas tout à fait comme ça. Oui. Et effectivement, je pense que le président n'a pas trop le choix finalement et va être obligé de trouver quelqu'un dans le Front populaire pour aller à Matignon, alors sans doute plutôt vers la droite. Pas sûr, Stéphane. Alors non, c'est pas une obligation, mais je crois qu'il va y être contraint malheureusement, parce qu'on a une gauche qui est assez radicalisée, on a des personnes qui peuvent effectivement descendre dans la rue, et puis c'est un peu quand même, c'est un peu le sens des institutions, même s'il y a effectivement d'autres voies, et c'est un peu ce qui est dommage, c'est-à-dire que ça pourrait être le moment justement d'une assemblée qui travaille sur des projets, qui vote par projet, avec des compromis. On peut tout à fait trouver une personnalité qui nous propose un projet qui est à peu près l'inverse de celui de Macron, qui nous a un peu fait le pire des demandes, et quelqu'un qui serait capable de remporter l'Assemblée. Si on prend par exemple le projet d'immigration, il y a une majorité pour aller vers une immigration de travail. Alors l'immigration zéro, c'est une stupidité. Quand on a une entreprise, on le sait, c'est mon cas. Donc effectivement, il nous faut une immigration, mais une immigration raisonnable. Si on parle des revenus, c'est la même chose. On sait très bien que vivre actuellement avec 8 200 €, c'est absolument impossible. Avec le double, c'est compliqué. Avec le triple, on y arrive juste. Donc forcément, on sait aussi que les revenus à 1 200 €, c'est plus possible. Par contre, le souci, c'est que quand on a la LFI, c'est augmenter les dépenses publiques, augmenter les revenus, augmenter les charges. Tout ça, ce serait une catastrophe économique. Mais si on parle simplement d'une augmentation de revenus, il y a aussi là une majorité. Il faut trouver des voies, mais il y a une majorité. Sur l'écologie, c'est la même chose. Donc il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait tout à fait
trouver... vous souhaiteriez une majorité de coalition avec des compromis, ce que font d'ailleurs beaucoup de pays d'Europe, ce qu'on est absolument incapable de faire, parce qu'on n'a jamais été habitué à cette façon de gouverner. Bien, merci Stéphane. Qu'est-ce que vous dites ? Ça pourrait effectivement être le dernier, courage de Macron de rattraper un peu tout ce qu'il a fait Je comprends. de pas bon, parce qu'il y a aussi un souci. Oui, on a encore l'impression que Macron est un petit prince de l'économie. Alors au début c'était la finance. Oui, mais bon, effectivement, c'est un échec pour Emmanuel Macron. Oui. Ça, on est clair. Mais là aujourd'hui, regardons devant maintenant. Ce que je trouve intéressant, c'est que Stéphane est très représentatif de ce que nous disent les Français, c'est-à-dire le repoussoir absolu Mélenchon, dans l'enquête dont on va parler. Il y a que 17% des gens qui considèrent qu'il ferait un bon Premier ministre. Il est également c'est une enquête IFOP fiduciale, je rappelle, pour LCI. Non, pour Sud Radio. Pour Sud Radio. LCI, c'était la semaine dernière. Ah, d'accord. Voilà, pour Sud Radio, très bien. Il est très représentatif. Oui. Alors, c'est quoi ? C'est sur quels sont les premiers ministres ? Quels seraient les bons premiers ministres ? On s'est surtout circonscrit à la gauche, et on voit que parmi tous les leaders de gauche testé auprès des sympathisants de gauche, auprès du peuple de gauche, Jean-Luc Mélenchon arrive en dernière position. Il est devancé par Ruffin qui est en tête à gauche, puis par Glucksmann, puis par Tondelier, puis par Autain, puis par Olivier Faure, puis par Hollande. Voilà, il n'y a pas une personnalité qui, si je puis dire, fait moins bien que lui auprès. Mais celui qui arrive en tête, c'est Darmanin. C'est Darmanin auprès de l'ensemble des Français. J'ai été surpris. Oui, alors, on n'a pas testé Attal et Bardella qu'on avait testé, qui était très nettement en tête, mais ils ne sont pas, franchement, en situation d'être les prochains premiers ministres. Non, ni l'un ni l'autre. Mais prudence absolue. Non, ce que je trouve très intéressant dans ce que Stéphane a dit, c'est cette attente, cet imaginaire autour de l'union nationale. Mais bien sûr. On va mettre les meilleurs autour de la table, le gouvernement issu du GPRF en août et septembre 44. Il y a toujours cet imaginaire à l'œuvre chez les Français. Mais, bien sûr, heureusement Jean-Jacques, mais il se heurte à quoi ? Il se heurte à une guerre des trois blocs qu'on a connu depuis maintenant 2 ans. Il se heurte à LR, qui est un parti d'appoint un peu comme le parti radical sous la 3e, qui pourrait être le parti charnière, d'où l'idée. Mais Frédéric, aux sorties de la guerre, on a bien réussi, des communistes jusqu'à la droite. On a même créé les fondements de notre État. Bien sûr. La Sécu, la fonction publique, etc. Donc les compromis, c'est efficace. Mais les compromis, c'est l'idéal des Français. Quand vous regardez le discours des responsables politiques, le compromis n'existe pas. Oui. Mais je ne dis pas qu'il ne va pas exister. C'est une révolution culturelle que les dirigeants politiques doivent faire. Puisque la culture du compromis avec 3 blocs et 2 blocs d'éligibilité. Mais les blocs, ils peuvent exploser. Ils peuvent. Ils peuvent aussi se maintenir. Mais la culture du compromis, malheureusement, c'est à l'inverse, à 180 degrés de ce qu'on vit tous les jours. Oui, exactement. On vit dans un temps qui est polarisé, jusque dans notre intimité. Ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé dans l'élection, c'était alors c'est pas des études, c'est beaucoup d'interviews, de papiers, de dossiers qui sont sortis sur ce qu'on retrouvait qui était comparable à 1980, c'est-à-dire que des polarisations, des divisions à l'intérieur même des couples, des familles, pour la première fois depuis longtemps, des grands-parents s'engueulaient avec les petits-enfants, les gens ne se parlaient que par SMS, et vous vous rendez compte que dans un temps où, alors oui, après la guerre, il y avait la guerre, mais il y avait surtout pas ces petits instruments qui font qu'on polarise davantage. On arrivait au café avec la Humanité d'un côté, de l'autre côté le Figaro, mais on pouvait se parler. Mais aujourd'hui, on se parle plus ailleurs en Europe et pas chez nous. Alors on y arrive tant bien que mal en Europe, parce que c'est des coalitions qui existent effectivement, mais qui ne font pas l'union nationale. Ce sont des coalitions, il n'y a pas d'union nationale. La coalition, elle existe dans certains pays vraiment de manière temporaire souvent. Alors en Allemagne en particulier, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement compte tenu de leur système électoral, et notamment du mode de scrutin. Et puis ils n'ont pas de président de la République, ils n'ont pas cette cohabitation avec un être suprême qui a lui-même une légitimité. Parce que de quoi on parle en fait? On a 2 conflits. On a un conflit de légitimité, parce qu'il y a le président de la République qui va conserver, c'est lui qui a aujourd'hui le temps. Et donc ça fait le 2e conflit de temporalité. Pourquoi la gauche va peut-être pas y arriver? C'est que plus le temps passe, et c'est Emmanuel Macron qui a finalement qui est maître du temps, plus ça va être difficile de tenir ce que vous appelez la coalition même des gauches. C'est-à-dire que vous allez voir, s'il n'y arrive pas tout de suite, et c'est le choix à mon avis d'Emmanuel Macron, et ben vous aurez une gauche qui va petit à petit se défaire comme ensemble, qui pourrait aussi se défaire. Donc on a à la fois un choc de légitimité, puis à un moment un conflit de temporalité. Bien, il est 9h33 tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, avant d'écouter Samy et Eric, Samy qui est à Paris, Eric à Albi, je voudrais que quand même, parce que dans le fond, là, derrière, dans le décor, il y a quoi? Il y a la présidentielle de 2027 qui bloque tout, avec tous ces candidats qui sont déjà sur la ligne de départ. Vous avez Laurent Wauquiez qui veut tout bloquer. Vous avez Jean-Luc Mélenchon qui ne pense qu'à une présidentielle rapide. Vous avez Gabriel Attal qui, s'il a pris la tête de la majorité, c'est pour s'installer comme candidat à la présidentielle. Édouard Philippe qui sort du bois, qui critique Macron maintenant. Pourquoi? Parce qu'il veut être candidat à la présidentielle. Vous avez Xavier Bertrand qui veut être Premier ministre pour être candidat à la présidentielle. Vous avez Marine Le Pen qui, elle, a un rendez-vous judiciaire qui se dit vite. Est-ce qu'on apprend des choses, là, à nos éditeurs? Parce mais je comprends très bien, mais ils le savent. Mais il y a une matrice présidentielle en France qui est accélérée par le fait que Macron... il faut se rendre compte du comportement des uns et des autres. Il faut prendre en compte ces paramètres-là. Et puis en plus, vous savez, ce qui est terrible, et là, pour le coup, il y a peut-être une distance qui se créera encore davantage, c'est qu'ils se cachent tous derrière le collectif. C'est-à-dire qu'ils parlent d'un commun. Vous voyez, d'abord, certains, c'est pour sauver la France pendant 1 an. Les autres, c'est pour, on a une union, on a un contrat de gouvernement. Tout le monde se cache. Et après, les autres, c'est un parti. Vous voyez, le destin de la France. Ils se cachent tous derrière un collectif, alors que vous avez raison. Ce qui a traduit dimanche soir toutes les déclarations, c'est le retour des individualités. Le retour absolu des individualités avec ce conflit de légitimité dont je vous parle. On peut faire ce qu'on veut à Matignon ou à l'Assemblée nationale. La réalité, c'est que tout le monde est obsédé par la seule légitimité présidentielle. Je suis d'accord, mais n'oublions pas, les amis, que la matrice présidentielle domine la vie politique. Le quinquennat l'a bien sûr accéléré. Renforcé. Un second mandat, c'est un formidable amplificateur des ambitions présidentielles. La fameuse phrase de Nicolas Sarkozy, j'y pense pas seulement en me rasant. Je crois que c'est octobre 2003. C'est-à-dire 3 ans et demi au tout début du second mandat de Jacques Chirac. Et c'est vrai que la dissolution, cet acte que les Français ont jugé insensé, irréfléchi, irrationnel, ultra risqué, a dissous également l'image et le capital d'Emmanuel Macron à pouvoir calmer le jeu, bloquer le jeu. On est maintenant parti dans une sorte de sprint qui s'arrêtera en mai 2027, voire peut-être avant, mais ça, personne ne peut le dire. Il y avait une petite musique dimanche soir qui n'a pas été vraiment dite, et notamment dans le premier qui a parlé, Jean-Luc Mélenchon, chez le premier qui a parlé, pardon. C'était de dire finalement la légitimité du président de la République, ce qui est un peu dit par Frédéric tout de suite. Elle a fondu. Si elle a fondu, lui, il l'a pas dit en ces termes. En gros, à quoi il appelait ? À quoi il appelait? Soyons clairs. À l'accélération, une deuxième accélération du tempo institutionnel. On a eu la dissolution, donc on a fait péter finalement l'Assemblée nationale, qui fonctionnait finalement. Elle était complexe, mais ils ont pu gouverner quand même réellement. Et lui, il veut une deuxième étape. Et certains autres aussi, on peut l'imaginer. On veut une accélération qui purge, on ne veut pas attendre 3 ans. On n'a pas eu 2022 réellement. Judiciaire. Et oui, parce qu'en fait, rappelons-nous qu'en 2022, on n'a pas eu une vraie élection présidentielle. On l'a tous dit à l'époque, il n'y a pas eu cette purge démocratique, quelque chose qui était important. Et ben là, finalement, on l'attend, et c'est ce qu'ils attendent tous, quoi, en fait, une accélération du tempo avant 2027. Alors, on va prendre 2 auditeurs, et ensuite nous passerons à une éventuelle, potentielle coalition entre LR et Renaissance qui est en train de se disloquer, enfin, Ensemble qui est en train de se disloquer. Il est 9h40, nous sommes avec Samy à Paris. Bonjour Samy. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour et Eric à Albi. Bonjour Eric. Bonjour tout le monde. Bon, Samy, comment regardez-vous cette situation? Avec beaucoup de stupeur et beaucoup d'incompréhension, et je suis pas le seul parce que les gens parlent autour de moi, les amis, etc. On comprend pas. Donc aujourd'hui on a une configuration en fait où on a la gauche qui a gagné. Et on a la droite. Enfin, qui a gagné, qui a pas perdu, quoi. Qui a pas perdu, mais en tout cas, la surprise, c'était la surprise générale. Donc, par rapport au premier tour, c'est l'opposé du scénario du premier tour. Donc, les choses sont claires. Mais on a en fait la droite qui envisage une coalition avec Renaissance, peut-être l'extrême droite, pour gouverner. Je veux dire. Non, il n'y a aucune coalition avec l'extrême droite. Oh, quand même, on a Sébastien Chenu qui a dîné avec Thierry Solaire. Donc, on a la présidence qui discute en sous-marin avec l'extrême droite. On a monsieur Édouard Philippe qui a dîné avec Marine Le Pen et le Cornu.
C'est des faits, je n'invente rien. Donc non, vous avez raison, mais aucune déclaration publique. Non, mais parce que moi j'aime bien la réalité des choses. Aucune déclaration publique ne montre un quelconque accord entre le Rassemblement national et le bloc central, si je puis dire. On va dire qu'il y a une sorte de porosité. Maintenant, au niveau de la gauche, ce qui rajoute en fait du doute au doute, c'est les défections, c'est les guerres fratricides, c'est Clémence Autain qui sort, Clémentine, pardon. Non, mais Corbière, il a été viré de LFI, il a été purgé. Oui, tout à fait. Ruffin, enfin, je veux dire, au milieu de tout ça, personne ne comprend rien. Moi, personnellement, j'ai une proposition à faire. Peut-être les intervenants peuvent inspirer des gens influents. Je suis vraiment bluffé et agréablement surpris par une loi qui a été votée hier au Pays de Galles, c'est de criminaliser le mensonge des politiques. Le jour où on fera ça en France, je pense que ça ira beaucoup mieux. On va loin, c'est dangereux. Hein, qu'est-ce qu'un mensonge en politique ? Vous avez 4 heures. Oui, je sais. Est-ce que des promesses pour les électeurs non tenues, c'est un mensonge ? Est-ce qu'un programme non tenu ? Oui, c'est un peu mais bon, mais c'est un bon début déjà, je pense. Oui, mais on comprend l'esprit. Bon, et Eric, que pensez-vous de tout ça, vous ? Il faut qu'il se méfie avec des propositions de loi comme ça, parce que si ça s'applique aussi aux propositions intenables, il ne faudrait pas que le gouvernement soit en prison avant d'avoir commencé. Oui. Bon, ensuite, deuxième point, on part du paradigme que la gauche a gagné. Bon, c'est pas le mien. Moi, je suis donc à Albi, en campagne, entouré de gens qui ont manifesté, des agriculteurs, il y a pas 6 mois, de gilets jaunes qui ont occupé des ronds-points et qui ont voté ce week-end et qui ont vu des résultats jusqu'à 19h30 qui donnaient un camp gagnant. Et puis quand les villes ont été enfin dépouillées, ont vu l'autre camp finalement arriver devant. Et moi, le sujet qui me fait peur, c'est la représentativité de cette Chambre et l'impact de la carte électorale de Cazeneuve sur les élections. Ça avait été fait à l'époque pour le PS, c'est la gauche qui s'en sort. On voit 10 millions d'un côté, 6 millions de l'autre, et en traduction de siège. Alors là, Frédéric Dabi vous répond. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi le RN a eu un score de voix si élevé au second tour, qui d'ailleurs est quasiment le même que le premier tour ? Tout simplement, ils étaient présents dans plus de circonscriptions. C'est le jeu des désistements qui a eu 120 candidats de moins pour le nouveau Front Populaire, 80 candidats de moins pour Ensemble. On peut voir ça comme des arrangements, mais une élection à 2 tours, c'est la possibilité de se désister. Et ce qui fait... il faut quand même 10 millions au premier tour. Ah, mais oui, tout à fait. Le plus important... Je m'excuse, mais pardon, Jean-Jacques, c'est 10 600 000 voix. Oui. Jamais un parti n'avait eu ce score depuis l'UMP triomphante après la victoire de Sarkozy en 2007. C'est vrai qu'il y a eu un Front républicain qui a très bien marché, qui a non seulement corrigé, qui a rectifié le premier tour, mais il y a eu aussi une sorte de mécanique technique avec le fait de passer de 300 triangulaires à 400 duels. Évidemment. Je peux terminer ? Oui, allez-y, ma chère. Oui, j'entends la contradiction très bien. Par contre, la réalité du découpage, le Tarn est un exemple criant. Vous avez des gens qui sont concernés par l'autoroute, par exemple, à 89, qui sont donc à 150 km de Toulouse, qui votent avec des gens qui sont au bord de l'autoroute existante et à 30 km. C'est la circonscription de Lavore de M. Carayon. Vous avez des gens qui sont éleveurs de moutons attaqués par les loups, qui sont au-dessus de Castres, mais qui votent avec d'autres qui sont dans le Sega. Mais ça, c'est vrai dans toutes les circonscriptions, c'est vrai en France, partout. C'est ce que je dis, c'est vrai dans toutes les circonscriptions. Et donc, du coup, ça se traduit par le fait que ces gens-là se sentent pas représentés. Les agriculteurs, si vous leur mettez Marine Tondelier comme Premier ministre, sous prétexte que la gauche a gagné, je suis pas certain qu'il y ait une adhésion Eric, on va dire, populaire. Eric, je comprends ce que vous voulez dire, mais moi je vous renverse le raisonnement. Est-ce que vous pensez que il est possible d'avoir une adhésion à 100%, à moins de vivre sous un régime autoritaire dans lequel nous n'aurions aucun mot à dire. Mais on n'en est pas à une adhésion à 100%. Mais non, mais vous comprenez bien que une élection ne fait jamais plaisir à tout le monde. Hein. Mais ça, on est d'accord, mais on est à 3 fois 30. Prendre un parti comme Écolo qui fait 5% pour le mettre Premier ministre, il est certain qu'on ne part pas pour aller vers 50% d'adhésion.
Moi, la solution vient peut-être de la société civile, de quelqu'un qui serait pas teinté politiquement et qui soit assez vieux pour ne pas prétendre à un poste de président. Dans vaut mieux. C'est l'échéance suivante qui mobilise tout le monde. Mais on est dans une situation où on nous a mis et qu'on n'a pas voulu. Et le choix qui va se faire. Moi, je sais pas, les agriculteurs, le vote européen, on s'assoit dessus. Monsieur Thierry Breton a été renommé. C'est bien joli de faire voter les gens et de pas écouter ce qu'ils disent quand ils votent et de partir comme. Mais à un moment, ça va générer des choses. Alors, on s'est plaint pendant un temps qu'il y avait une forte abstention. Là, il y a de la participation. Mais Éric, pardon de vous dire au niveau européen que nous ne sommes pas seuls. Au niveau européen, que nous sommes 27 et que ce sont les 27 qui choisissent. C'est pas nous, Français, qui imposons nos choix. Thierry Breton, c'est nous qui l'avons choisi, c'est pas les 27. Je veux dire, il a été adoubé par les autres partenaires. Hein. Oui, c'est nous qui l'avons proposé. Je veux bien. Oui, mais d'accord. Non, mais je suis d'accord. Mais qu'il soit adoubé, c'est très bien. Mais peut-être eût-il fallu envisager, eu égard aux résultats obtenus aux européennes, de mettre une nouvelle tête ou quelqu'un d'autre à proposer que Thierry Breton, qui était la reconduction de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Or, l'élection européenne ne traduisait pas tout à fait la volonté de la reconduction. Enfin, l'élection européenne en France. En France. Oui, en France. Oui. Où on est dans l'Europe, on l'est pas. Hein. Mais on a voté en France. Enfin, vous êtes d'accord que c'est quand même Emmanuel Macron qui propose les noms pour les commissaires. Oui. Bon, et voilà. Donc c'est tout. Et c'est lui qui a reproposé Thierry Breton. Très bien. Bon. Oui, mais je vois pas quel est le problème. Non, mais là vous avez en partie raison sur l'idée du conflit de légitimité. Encore une fois, c'est-à-dire que paradoxalement, l'élection européenne, elle propose des parlementaires. Le vote des Français fait que nous sommes faibles dans les groupes parlementaires les plus puissants au Parlement européen, ceux qui décident finalement de la Constitution, notamment une grande partie des postes principaux. Et ensuite, on est fort dans un groupe qui va être le troisième groupe maintenant, avec le Rassemblement national, mais qui sert presque à rien à l'intérieur du Parlement européen pour l'instant. Après, en ce qui concerne les commissaires, ils sont proposés par chaque pays. Et aujourd'hui encore, ce sont les gouvernements de chaque pays, et pas des gens qui ont été élus au Parlement européen, qui décident. Donc il y a deux conflits de légitimité. On n'a pas voté, entre guillemets, les gens pour qui on a voté vont être faibles au Parlement européen, et ceux pour lesquels on a peu voté, ils vont être aussi faibles à l'intérieur des grands partis, par exemple les différences des Espagnols ou des Allemands, par exemple. Il faut accepter et donc c'est compliqué. Ou alors on sort. Oui, on sort. Je suis d'accord. Et si je suis un petit pas de côté, je suis toujours très très gêné sur le lien qui est fait entre participation et légitimité des élus. Je ne vois pas en quoi cette chambre où ça effectivement beaucoup plus voté qu'en 2022, 20 points de plus au premier tour comme au second tour environ, serait plus légitime que la Chambre de 2022 où effectivement il y avait eu une assemblée avec une faible participation. C'est une sorte de poison qui est que les élus qui ont été élus avec une faible participation sont moins légitimes que les autres. C'est absolument dangereux d'être dans cette logique-là. Mais il faut que je fasse une pub. Il faut que je fasse une pub, Éric. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h53. Nous terminons. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, auteur de La Fracture aux éditions des Arènes. Jean-Christophe Gallien, politologue, conseiller en communication, sont avec nous. Je voudrais, tout à l'heure, je recevais Christophe Béchu qui nous parlait de discussions en cours, il le confirmait, avec les Républicains notamment, et aussi, nous disait-il, avec des sociaux-démocrates. Alors, ça veut tout dire, quelques socialistes peut-être, je ne sais pas, moi qui ne sont pas dans la NFP, des écologistes, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a la possibilité d'une coalition? Sur le papier, oui. Alors, ce ne sera pas une coalition majoritaire. Si je fais l'addition ensemble plus la droite et DVD, ça fait au maximum 230, 240 députés, plutôt même 230. Donc on est très loin de la majorité absolue et même de la majorité relative. Mais ça fait plus que le NFP. Tout à fait, de la précédente législature. Sur le papier, ça se tient idéologiquement parce que qu'est-ce que ça a été que l'histoire du premier quinquennat d'Emmanuel Macron? Ça a été ce que j'avais appelé la Sainte Alliance sur toute une série de réformes entre sympathisants de droite et sympathisants LREM. Mais
qu'est-ce que les choses ont changé depuis 2022 ? On a eu une droite qui n'a jamais saisi les appels du pied de Renaissance. On a eu également, encore plus, un Renaissance qui a fermé la porte à toute une série d'alliances. Mais face à un danger perçu, on peut s'unir. Et le danger, pour une partie des députés et du peuple de droite et des sympathisants macroniens, c'est une gauche au pouvoir. Wauquiez ne veut pas de ça. Voilà, c'est une gauche au pouvoir et c'est LFI comme on peut soir. Mais sur le papier, si Laurent Wauquiez ne veut pas, si une partie du groupe Renaissance, parce qu'il y a un volet de gauche, s'en va, bah c'est la dislocation, vous en parlez d'un des blocs, et là c'est encore plus dangereux qu'une défaite aux élections législatives pour ce qu'on appelle encore un peu improprement la Macronie. Oui. C'est potentiellement ce qui est à l'œuvre, parce que les appels qui ont eu lieu depuis l'appel du Havre, d'Édouard Philippe, hier soir Xavier Bertrand, ce matin Valérie Pécresse, ils ne sont même pas certains d'être majoritaires à l'intérieur du groupe Les Républicains. Et notamment, vous avez dit Laurent Wauquiez, mais il y en a d'autres aussi. Et puis ça va se heurter aussi à la volonté. Est-ce qu'au Sénat, on est sur cette ligne-là aussi ? On n'en est pas certain. Et puis surtout, vous avez raison, immédiatement vous aurez ce qui est en train de se configurer là aussi sur le bord gauche de ce qu'on appelle Ensemble et de ce groupe du centre, on va dire, ce bloc central. C'est-à-dire que les anciens socialistes qui étaient rentrés en Macronie dans cette espèce d'ensemble gazeux, solidifié, ainsi de suite, et ben là pour le coup, eux, ils sont à l'écoute, ils sont en attente, parce qu'ils sont dans un sas, un double sas. D'un côté, ils peuvent aller rejoindre effectivement quelque chose qui serait une expérience qui est autour du NP, du Nouveau Front Populaire, et de l'autre côté, il y a cette volonté d'aller faire une nouvelle majorité, en tout cas relative, qui serait élargie au LR, à laquelle ils ne veulent pas participer. Donc on est dans quelque chose qui est, de mon point de vue, très compliqué. Et là, je vous le redis, il n'y a pas la même dynamique. Il y a une dynamique de résistance. Vous l'avez dit, Frédéric, c'est pas, on veut pas gouverner sur un grand programme. Et de l'autre côté, malgré tout, je vous le redis, cet appétit des gauches. Il s'est concrétisé avec des mesures, avec une offre programmatique. Vous avez raison. Et exactement. Ça rappelle 97. À gauche, la différence majeure, c'est qu'ils avaient gagné en majorité absolue et ils avaient un leader incontesté qui était Lionel Jospin. Bien, messieurs, merci. C'était passionnant, absolument passionnant. Nous pourrions. Comme quoi les Français se sont réconciliés avec la politique, ce qu'on peut dire aussi. Hein, ils ont voté. Ils sont passionnés, ils ont voté. Mais ça, au moins, ça a un mérite. Oui. Au moins, la dissolution a eu ce mérite. Mais c'est pour ça, c'est ce beau sourire. Ouais. Bon, allez, sourions. Tout de suite, merci à tous. Allez, tout de suite, après les infos, émission spéciale législative, ça continue sur Antenne de Sud Radio. C'est votre radio. Thierry Guerrier et Gilles Gansman reçoivent Yves Azéroal, producteur. Merci, 9h57. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.